Vous avez compris que je n'étais là que pour vous faire patienter. J'ai trop peur que vous quittiez la salle. J'ai peur que vous quittiez la salle parce que je tiens absolument, mais vraiment absolument, à ce que vous restiez pour féliciter comme il convient ces 12 équipes qui ont participé au concours de l'innovation. Je voudrais qu'au sortir de leur présentation tout à l'heure, vous repartiez d'ici avec le même enthousiasme que celui qui a été le nôtre lorsque nous avons examiné leur projet. Vous allez voir, c'est terriblement rafraîchissant, ça fait du bien, alors ne partez pas et attendons le ministre. Bravo à Elisabeth. Bravo à Elisabeth. Et il n'y a évidemment plus de micro. Ça, c'est l'innovation. Bon. Bravo à Elisabeth Ménesguène et bravo aux membres du jury. Je le redirai tout à l'heure, mais les membres du jury ont fait un travail absolument remarquable pour permettre à ce prix d'être tout à l'heure remis à des jeunes étudiants qui ont brillamment travaillé. Je sais que Monsieur Macron arrive, il arrive à 12h04 pour être précis, et il est 12h04. Ce que je peux vous dire, et j'en reparlerai, ces 24 heures de l'innovation juridique qui sont toujours en cours. Vous pouvez, et vous pourrez d'ailleurs, aller jusqu'à lundi après-midi, parce que les 24 heures vont en réalité durer 5 jours, dans la mesure où vos contributions, et j'y reviendrai, mais les contributions des barreaux, et je veux remercier à la fois le barreau de Paris et la conférence des bâtonniers, qui ont tous les deux particulièrement relayé l'événement des 24 heures de l'innovation et nous ont adressé de très nombreuses contributions d'une grande valeur, comme quoi notre profession a parfaitement conscience que l'innovation est le grand pari de ce 21e siècle. L'innovation est aussi un moyen, et j'y reviendrai dans quelques instants, de donner une nouvelle chance ou une chance à notre profession et à nos confrères, notamment à ceux qui sont aujourd'hui en difficulté. Alors, vont intervenir, alors je vais vous présenter les intervenants de sorte que je ne les présenterai pas deux fois, mais ça me permettra de parler de chacun d'eux. Vont intervenir, vous l'avez déjà entendu, Elisabeth Ménesguène. Elle est non seulement membre du jury, mais elle est présidente de la commission formation du Conseil national des barreaux. Elle a par ailleurs été bâtonnier du barreau de Créteil et elle remettra tout à l'heure le prix du public, car comme vous le savez, il y a deux prix, un prix du jury et un prix du public. Et je dois dire que les votes pour le prix du public ont été extrêmement nombreux et la participation sur le site, mais j'y reviendrai tout à l'heure, a été assez exceptionnelle et au-delà de nos espérances. Monsieur Guérin, vous nous avez fait le plaisir de participer au jury. Nous tenions particulièrement à ce que dans ce jury qui allait décerner un prix de l'innovation pour la profession d'avocat, l'innovation juridique, il y ait un non-avocat. Vous êtes à la fois directeur juridique du groupe Orange et vous êtes président depuis peu, sauf erreur, du Cercle Montesquieu. Vous avez volontairement participé avec une présence assidue aux réunions du jury. Et je sais que vous avez été, mais peut-être pourrez-vous même l'exprimer, vous avez été marqué par la qualité des dossiers présentés par ces jeunes qui ont eu moins de 4 mois pour nous présenter un projet innovant qui pouvait être applicable économiquement puisque cela faisait partie des obligations qu'on leur avait fixées. Est-ce que vous voulez dire un mot? Nous avons le temps que vous indiquiez un mot et ça me paraît important que vous vous exprimiez sur ce sujet. Un non-avocat qui vient parler d'innovation aux avocats, ça c'est bien. Alors effectivement, je ne suis pas avocat, j'en suis désolé. Oui, non, c'est effectivement une expérience qui a été particulièrement intéressante pour moi de participer à ce jury et de voir notamment et de voir en démonstration que l'innovation n'est pas un sujet seulement technologique ou un sujet financier, mais que l'innovation est aussi à la portée des juristes. Et je dois dire que les 12 projets qu'on a eus étaient extraordinaires de ce point de vue-là. Non seulement parce que les idées étaient excellentes, mais aussi parce qu'ils ont su mettre en forme des candidatures, des propositions qui attaquaient tout autant l'angle technologique que financier que juridique. Et c'est cette complétude surtout qui m'a impressionné. Et je vois que sur les 12 projets, il y avait des très jeunes, des très très jeunes, effectivement, des très jeunes inscrits au barreau, mais aussi des très très jeunes en valeur absolue. Et ils ont porté très haut et très fort, en tout cas selon moi, les couleurs de votre profession pour montrer qu'elle est là, qu'elle est présente et qu'elle sait innover et proposer des solutions qui auront des débouchés, je vous le garantis, très intéressantes, à la fois pour les directeurs juridiques que je représente, mais aussi pour la profession des avocats. J'ai été ravi.
pour conclure. J'entends là que vous participerez au second prix. Si vous m'invitez, avec plaisir. Vous y êtes invité. 2 mots sur ce que vous venez de dire. On me fait signe, Monsieur le ministre Emmanuel Macron est donc arrivé. Je l'invite à nous rejoindre, ainsi que Monsieur le Président Pascal Hédoux. Et je vous invite à les accueillir. Là-bas ou là? Ah oui, c'est ici. Monsieur le ministre, merci de votre présence. Vous nous aviez promis, vous m'aviez promis que vous répondriez favorablement à notre invitation. Et nous constatons, mes confrères, que quelle que soit l'évolution des temps, notre ministre est là. Donc je lui dis bienvenue. Dans un cadre un peu particulier, un peu nouveau, qui est celui des 24 heures de l'innovation juridique, Louis-Georges Barrey, qui est le président de l'Observatoire du Conseil national des barreaux, vous en parlera. Je salue les permanents qui ont accompagné Louis-Georges dans cette opération des 24 heures de l'innovation, Madame Honora et Madame Musitelli. Mesdames et messieurs, mes chers confrères, l'imagination de la nature humaine est sans limite. Elle doit l'être pour l'avocat et nous allons voir qu'elle l'est. Nous savons les uns et les autres qu'il n'est pas de jour qui ne nous délivre dans la presse, sur les réseaux sociaux et même dans nos conversations intimes et du quotidien des exemples d'innovation. Celle qui résulte de l'accès aux nouvelles technologies, évidemment, celle qui est liée aux nécessités économiques, bien sûr, mais aussi et peut-être surtout celle qui résulte de l'extraordinaire capacité de l'individu à s'adapter à son nouvel environnement. Notre profession est concernée par ce mouvement. Elle en est ici le sujet. Gardons-nous, s'il vous plaît, qu'elle en devienne l'objet. Notre profession doit être acteur de ce qui vient. C'est notre sujet. Le monde, a-t-on coutume de dire, est en mutation. Le mot est tiède, parfois rassurant, comme celui d'une observation désintéressée d'un spectateur qui assiste à une présentation d'un État qui lui est étranger. À défaut, il serait inquiétant ce monde où l'observation signifierait une crainte avérée, crainte de ne pas suivre et d'être dominé, de ne pas suivre et d'être déclassé. Sur quoi surviennent des réflexes, celui du repli sur soi d'abord, et celui de la certitude que le repli serait nécessaire aussi pour les autres, quitte à ce que, s'ils ne le comprennent pas, on le leur impose. Il en est de la profession d'avocat comme des autres, elle risque de subir. La responsabilité du Conseil national des barreaux est au moins double à l'égard d'une telle situation, évaluer ce qui survient, proposer l'adaptation la meilleure possible pour tous les avocats. Anticiper aussi ce qui peut survenir et proposer une vision du devenir de notre État. Évaluer et proposer. Cette obligation tient dans la certitude que l'évolution sociale et économique de notre société est inéluctable, qu'elle ne dépend pas de nous, mais de ces acteurs qui nous font confiance pour le moment. Évaluer les conséquences de cette évolution nous contraint à ne pas croire que nous étions auparavant les sujets d'un âge d'or qui serait désormais révolu et que nous serions légitimes à regretter. Il n'est qu'à replonger, mes confrères, dans les livres d'histoire pour concevoir combien serait vain un tel espoir d'un retour dans les siècles révolus. Proposer consiste à définir pourquoi
L'adaptation étant nécessaire, les avocats doivent investir avec résolution autant qu'enthousiasme les nouveaux modes d'exercice, les nouveaux outils de communication et d'échange, les nouveaux champs de compétences. Ils doivent retenir que le Conseil de la Défense procède de la même éthique, de la même vocation, de la même légitimité à construire un État de droit dont ils sont les garants, puisque le droit est le facteur de régulation des rapports sociaux et économiques et qu'ils en sont les acteurs. Ils doivent retenir que chacun des avocats doit investir son activité dans les nouveaux espaces numériques et les nouvelles modalités de leur offre de prestation de services adaptées à la demande nouvelle que chacun est libre d'évaluer lui-même et doit être libre de faire et d'exercer pourvu qu'il respecte les principes essentiels qui nous unissent tous, qui sont ceux de notre déontologie exigeante et nécessaire. C'est un sujet que nous aborderons l'année prochaine à Bordeaux. Dans le cadre de notre Convention nationale 2017, retenez-le, Monsieur le Ministre, numérique et territoire. Anticiper cette évaluation d'un État qui survient, qui est déjà survenue, nous le savons, n'est pas suffisante. Elle exige beaucoup de tolérance, mais ne peut à elle seule apporter à chacun la vision de notre devenir commun. Anticiper ce qui surviendra demain, très vite, est une exigence complémentaire simple. Accepter d'imaginer que les robots apporteront l'information et la connaissance suppose de concevoir et d'accepter que la plus-value de l'avocat sera celle de la stratégie. Accepter d'investir pour pérenniser sa présence et son exercice, ailleurs que dans des cabinets construits en dur, dans les rues de nos villes et villages, mais construits dans des espaces virtuels indifférents au monde, suppose de concevoir et de reconnaître que la projection n'est pas celle d'un vieux métier, mais celle d'une offre actualisée aux acteurs qui composent une société en mouvement perpétuel et à une clientèle en demande de besoins auxquels les avocats veulent répondre. Accepter de concevoir un avocat sans robe, sans juge et sans palais suppose de reconnaître, non pas une injure, mais un droit de chacun à exercer différemment un métier universel qui, du territoire identifié et du costume identifié, à un espace dématérialisé et par voie de conséquence infinie, permet et permettra toujours à l'humanité de réguler son droit et d'en confier la mission à l'avocat. Il n'est pas de vertige qui rassure, c'est vrai. Pour autant, il n'est pas d'avenir sans espoir de vertige. Acceptez-le avec moi. Acceptons donc d'espérer dans ce mouvement universel que nous ne maîtriserons jamais, qui nous emportera ailleurs chaque jour, plus vite, mais qui, à défaut de rêve, nous préservera de la déception et à défaut de certitude, nous préservera, c'est certain, de l'ennui. Non, mes confrères, le pire n'est jamais certain, tandis que le monde n'est pas celui qui est, il est celui qui devient. Il est celui que nous inventerons, que nous devons inventer aujourd'hui et sans prendre le moindre retard. Je vous remercie. Merci, Président Hédoux. Merci au Conseil national des barreaux d'avoir accepté ce projet un peu fou de mener pendant 24 heures ininterrompues un projet sur l'innovation. Pourquoi l'avoir voulu? Sans doute parce que le comité de pilotage de l'Observatoire, sans doute parce que les permanents de l'Observatoire croient profondément que les mutations de notre monde nous concernent aussi. Sans doute parce que les études menées depuis 10 ans par l'Observatoire montrent que ces mutations économiques, juridiques, sociales appellent une réponse évidente de la profession d'avocat.
Cette mutation, elle exige chez nous un changement profond. Quelle manière de se tourner vers nos clients? Comment les accueillir? Comment, en réalité, se situer face à un marché qui est le marché du droit, même si le mot marché nous est parfois étranger? Comment regarder les horizons nouveaux avec espérance? Pourquoi 24 heures? Parce qu'en 24 heures, le monde ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas de changer, il n'arrête pas de tourner, il n'arrête pas d'être bousculé. Pourquoi Internet? Parce que nous avons conscience que cette innovation concerne les 65 000 avocats français et pas seulement celles et ceux qui courageusement se déplacent aux différentes formations qui sont organisées. Tous sont concernés. C'était un pari de faire cet événement intégralement sur Internet. Mais c'est un pari dont je vous annonce, après avoir eu il y a quelques minutes des résultats précis, c'est un pari réussi. J'avais dit que nous espérions avoir à peu près 4 000 visites sur le site. Je peux vous dire qu'à l'heure à laquelle je vous parle, plus de 6 000 personnes sont venues sur le site des 24 heures de l'innovation juridique. Alors la période, pour nos confrères, est une période angoissante, parce que leurs certitudes sont bousculées, parce que leurs méthodes de travail sont modifiées, parce que le marché est en mutation. Mais il faut savoir leur dire que cette période est stimulante et passionnante, parce que ces changements sont autant de nouveautés et d'horizons nouveaux qu'il faut aller découvrir. Il y a donc une nécessité absolue d'innover. Je reprendrai presque les mots de la directrice innovation de BNP Paribas qui a inauguré hier ces 24 heures de l'innovation au Conseil national. Innover ou disparaître? Telle est la question qu'elle a posée. En réalité, il s'agit, pour nos confrères, de restaurer la compétitivité d'abord, c'est important, mais aussi de gagner des parts de marché, mais au-delà, de retrouver un véritable bonheur d'exercer cette profession qui reste une passion pour chacun d'entre nous. Il y a bonheur d'être avocat au XXIe siècle. Alors pour déclencher ce bonheur, il fallait inventer quelque chose de particulier. Et je me souviens, Monsieur le Ministre, de l'accueil de votre équipe lorsque nous avons présenté l'idée d'un concours du prix juridique innovant. Il y avait ceux qui doutaient, il y avait ceux qui pensaient que ça ne se ferait pas, et il y a eu les enthousiastes. Les enthousiastes sont ceux qui nous ont aidés, et je veux les remercier. Mais pourquoi confier ce concours à des jeunes élèves avocats ou à des avocats ayant moins de 2 ans d'exercice? Parce que nous sommes convaincus que ceux-là regardent l'avenir avec envie et sans doute, et je ne veux pas vous choquer, ne sont pas encore formatés par nos règles qui parfois peuvent leur apparaître trop rudes. On nous avait dit, et je parle sous l'autorité de la présidente Ménez-Guen, lorsque nous avons lancé ce prix au mois de mai, on nous avait dit « vous n'aurez pas de projet, ils ne vont pas concourir, ça ne va pas les intéresser ». Ah bon? 15 projets. 15 projets. Et les 3 projets qui n'ont pas été retenus ne l'ont pas été parce que, pour des raisons de date, ils n'avaient pas respecté strictement le règlement. Il en restait donc 12. 12 pour lesquels, et je reprends ce que vous avez dit tout à l'heure, monsieur, il a été extrêmement difficile de choisir, tellement ces projets sont investis et beaux à tous les sens du terme. Je veux vous remercier, Monsieur le Ministre, d'avoir accepté d'être, en ce mois de juin, de ceux qui y ont cru. Je veux remercier le Conseil national des barreaux d'avoir fait la folie de nous faire confiance et de s'être engagé complètement derrière l'Observatoire sur ce sujet. Et je veux vous remercier, vous les 6 000 qui avez suivi les 24 heures de l'innovation, vous qui en ce moment nous voyez sur Internet et nous verrez jusqu'à lundi. Pourquoi jusqu'à lundi? Parce que les contributions ont été tellement nombreuses que nous n'avons pas tout réussi à mettre sous 24 heures et qu'il faut inscrire de nouvelles contributions jusqu'à lundi soir.
Je veux vous remercier, vous dire à l'année prochaine et vous demander de féliciter celles et ceux qui ont tant travaillé pour bâtir ces projets. Et je laisse la parole à Elisabeth Ménesguen qui va vous expliquer l'aventure du jury. Monsieur le ministre, Monsieur le Président du Conseil national des barreaux, Mesdames et Messieurs les bâtonniers, mes chers confrères, chers élèves avocats, mes chers élèves avocats, j'ai pris un petit papier parce que je suis souvent trop exaltée. Alors je vais essayer de me canaliser. Je suis extrêmement heureuse, extrêmement fière d'être là, d'avoir participé à ce jury, parce que vous avez été absolument extraordinaire. Je notais qu'il y a 60 ans, à Strasbourg, parlons d'Europe, Jean Monnet nous disait « Nous n'avons que le choix entre les changements dans lesquels nous serons entraînés et ceux que nous aurons su vouloir accomplir. » Et c'est à ça que vous vous êtes employés. Vous avez choisi la bonne branche de l'alternative. Et ça nous a comblés. Comblés parce que vous avez résolu de ne pas subir les changements, mais d'en être les acteurs. Vous avez privilégié l'action à la réaction, la construction à la consolidation, le futur à l'immédiateté. Et c'était ça le concours de l'innovation. Alors, Louis-Georges, tu es très désagréable. J'ai effectivement songé un instant qu'en raison des exigences du programme pédagogique des écoles, et peut-être aussi de la préparation du CAPA, vous ne répondriez pas à l'appel qui vous était fait. Eh bien, je bats mal culpe. Vous l'avez fait. J'aurais dû le savoir. J'aurais dû le savoir. Je répète ici combien le jury a été ému, étonné, bousculé comme il l'avait été par vous, Monsieur le Ministre, en un temps, mais ravi. Ravi parce que vous nous avez ouvert les yeux, vous nous avez ouvert les bras, vous nous avez demandé de voir le monde autrement, et nous l'avons fait. Et nous nous sommes régalés. Alors je ne peux pas vous citer tous, mais je veux vous dire, soyez fiers de ce que vous avez fait, tous. Vous êtes des bâtisseurs d'avenir, vous êtes des acteurs de demain. Et pour cela, à titre personnel, je vous remercie infiniment. Alors bien entendu, il fallait un vainqueur, des vainqueurs. Le public a choisi. Et le public m'a fait un plaisir personnel, vous allez comprendre pourquoi dans un instant, puisque c'est l'équipe qui était menée par Yulia Yamova, de l'école de formation des barreaux de la Cour d'appel de Paris, qui a remporté le prix du public. Où est-ce qu'elle est ? Merci à l'équipe qui vient de gagner le prix du public de venir sur scène pour qu'on lui remette ce prix. Il est là-bas. Ils sont où? D'accord. Et ils sont où? Ah ben les voilà. Je vais en dire un mot, mais c'est super. Je vais leur mettre la tablette ici. Ils sont élèves avocats. Ils sont tous élèves avocats. Chers futurs confrères, je suis très heureuse d'avoir gagné ce prix du public. En fait, je suis un peu étonnée parce que je ne m'y attendais pas du tout. Et donc, j'espère que cela va me permettre de
de mettre à point mon projet qui va améliorer le fonctionnement de la justice en France et qui va rendre le quotidien des avocats plus facile. Je tiens à remercier tous mes amis et avocats qui ont voté pour moi, Maître Catherine Leclerc, mon maître de stage et le cabinet d'avocats Armand Associés, Maître Nikita Kuznetsov et le cabinet d'avocats CAMS, Maître Dominique Pénin et le cabinet d'avocats Kramer-Levin, l'équipe droit des sociétés de la banque BNP Paribas qui a aussi voté pour moi, et tout le monde, toutes les autres personnes, juristes ou non juristes, qui ont décidé de soutenir mon projet. Merci. Et aussi un petit moment, parce qu'au moment du dépôt des candidatures, malheureusement, je n'étais pas au courant que l'équipe peut comporter des personnes qui ne sont pas avocats ou élèves avocats. Donc je vous présente mon compagnon David Capini qui m'a aidé avec le projet, qui m'a aidé à réunir le dossier et à faire des sondages, et donc qui a aussi beaucoup contribué au projet Le Guide des Palais. Bonjour à tous, je vous remercie tous sincèrement d'avoir voté pour le Guide des Palais. Je tiens également à féliciter l'ensemble des candidats pour leurs beaux projets, porteurs d'avenir, et grâce à vous, grâce à vos projets, vous portez votre profession vers l'avenir et vous contribuez à rayonner au-delà des espérances d'un avocat. Merci. Il y avait des petits cadeaux aussi, hein. Donc, on va leur dire. Félicitations, bravo pour ce projet. Les membres du jury sont porteurs de cadeaux de partenaires. Et LexisNexis est un partenaire du CNB parce que pour imaginer des stratégies, pour imaginer des nouvelles méthodes de travail, il faut aussi des outils techniques et outils juridiques. Donc notre partenaire offre un cadeau aux joyeux lauréats qui se sont déjà échappés et qu'on félicite tous parce qu'ils nous ont tous épatés véritablement. Monsieur le ministre, je vais vous demander de prendre la parole, puis de remettre le prix du jury du prix de l'innovation juridique 2016. Merci beaucoup, Monsieur le Président du Conseil national des barreaux, Monsieur le Président de l'Observatoire de la profession d'avocat, Mesdames, Messieurs, chers maîtres, Présidents et Présidentes. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. C'était un engagement, vous l'avez rappelé, c'est un bonheur d'être là et d'avoir entendu vos expressions successives. Parce que, au fond, j'ai le sentiment que vous portez totalement le flambeau de l'innovation. Vous avez dit tout à l'heure, Madame, que j'avais secoué la profession ou que j'avais bousculé à un moment donné les choses. Je crois avoir partagé des convictions profondes. Mais ces convictions, je suis très heureux de voir qu'aujourd'hui, vous les portez et la profession les porte. Parce qu'au fond, on aurait pu s'arrêter à une espèce de classicisme français qui aurait considéré que d'un côté, il y avait l'innovation qui bouscule le monde, qui serait réservée aux domaines auxquels on l'assigne, la biotechnologie, la nanotechnologie et tout ce qui s'ensuit. Et de l'autre côté, les métiers du droit, porteurs de la tradition, d'un équilibre immuable, qui aurait pu, au fond, n'avoir rien à voir avec la dite innovation. Et si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est parce que vous avez considéré, et je partage pleinement cette vision des choses, que le droit, parce qu'il est au cœur de nos vies, parce qu'il est au cœur de nos sociétés, de leur transformation, eh bien, il est au cœur aussi de cette grande transformation d'innovation que nous sommes en train de vivre. Et qu'au fond,
votre responsabilité, que je viens ici saluer, c'est en effet de comprendre, d'accompagner, de porter dans le bon cadre ce mouvement. Parce que oui, le monde du droit traverse aujourd'hui une grande transformation qui nous impose collectivement d'innover. Cette grande transformation, c'est au fond d'abord celle de notre société, de nos concitoyens. Ce qui fait que lorsque certains prétendent au fond qu'on pourrait vous promettre de vous protéger du changement, ils vous mentent. D'aucuns le font à beaucoup de nos concitoyens dans la société. Je ne crois pas à cette idée. Le changement est là, il est à l'œuvre, et nos concitoyens sont eux-mêmes en train de changer. Ils changent dans leur vie, vous le connaissez et vous le savez en tant qu'avocat. Les vies ne sont plus les mêmes, les transitions ne sont plus les mêmes, et vous avez déjà accompagné ce grand chambardement de la vie de nos concitoyens durant les décennies passées. Et oui, nous sommes dans un univers aujourd'hui où les trajectoires sont plus éclatées, où les familles sont plus morcelées, où les moments de transition professionnelle sont eux aussi profondément différents. Et dans le même temps, les Français ne veulent plus jouer non plus le même rôle dans leur rapport au droit. Et je crois que c'est aussi une forme d'innovation sociale qu'il faut saisir. Ils veulent devenir des acteurs de la justice. Ils ne veulent plus avoir systématiquement recours à un juge ou à l'administration. Ils veulent comprendre, défendre eux-mêmes parfois leurs droits quand ils le peuvent. Ils veulent pouvoir, qu'il s'agisse de la consommation, qu'il s'agisse de la vie au quotidien, eh bien, en quelque sorte, pouvoir activer eux-mêmes leurs droits. Et tout cela, les Français le veulent de plus en plus et veulent de plus en plus être, au fond, acteurs eux-mêmes. Et à cet égard, l'avocat, me semble-t-il, a un rôle essentiel, celui d'être un agent de fluidité dans la société, mais en même temps un agent de confiance. Parce que dans cette société du mouvement, il faut des repères, il faut justement des points de passage qui constituent notre état de droit et pour lesquels votre rôle est décisif. Ensuite, vous changez vous-même. J'ai été époustouflé de vous entendre tenir collectivement ces propos et de voir d'ailleurs la transformation qui est en cours au sein de la profession. Mais elle correspond à une transformation des pratiques qui sont à l'œuvre et que chacune et chacun constate sur le terrain. Vous vous adaptez aux évolutions de la société, vous avez relevé de nombreux défis et ils sont encore nombreux à venir en termes de formation, d'organisation. Vous innovez sans cesse pour travailler différemment. Vous êtes confronté à la multiplication des normes, mais à cela, vous adaptez en quelque sorte aussi votre organisation. Et je suis frappé de voir combien la profession elle-même a évolué dans son cadre d'exercice et sa volonté de s'organiser, en travaillant bien davantage ensemble, en décloisonnant également l'exercice de la profession, en innovant dans les modes de pratique et en innovant, Monsieur le Président, vous l'avez dit à l'instant aussi, en se saisissant d'ores et déjà du numérique. Votre profession offre des passerelles de plus en plus nombreuses avec la vie civile et commerciale. Et vous l'avez évoqué aussi en parlant de cette nécessité de penser le continuum entre les différentes fonctions de l'avocat. Mais des juristes en entreprise, aux chefs d'entreprise, aux autres professions judiciaires, un mouvement naissant est à l'œuvre qui traduit ces transformations progressives à accompagner, à organiser de ce qu'est le droit, la transformation de vos pratiques et les aspirations nouvelles également à l'exercice de la profession. Et puis enfin, le monde du droit change. Un gigantesque marché du droit est en train d'éclore sur Internet. Des sites permettent maintenant de saisir directement les tribunaux pour les petits litiges à faible coût et qui ne nécessitent pas de passer par un avocat. Demanderjustice.com, saisirprud'homme.com. On a une multiplication de ces sites aujourd'hui qui prospèrent. Des sites proposent de monter ou de se joindre à des actions de groupe en collectant des mandats d'action en justice. Et de plus en plus de sites proposent de délivrer des documents juridiques à un moindre coût et dans des délais plus brefs. Alors face à cette transformation, là aussi, il y a au fond deux choix possibles. Le premier, c'est d'essayer de les bloquer et au fond de tout empêcher. Simplement,
notre monde est désormais ouvert. Et promettre en quelque sorte qu'on pourra durablement bloquer ces pratiques, c'est s'engager à quelque chose qu'on ne saura pas tenir. Parce que les gens voyagent, parce que les 10 sites seront ouverts à l'étranger et permettront à des professionnels du droit qui ne seront pas français de le faire, et parce que, comme en effet, je l'avais souligné l'année dernière, on a vu beaucoup de ces initiatives prises sur le numérique, au fond développées par les avocats eux-mêmes, mais en étant obligés de demander à être omis ou à se séparer de la profession, ce qui était un contresens manifeste. Et donc, sans considérer qu'on puisse se protéger de ce changement ou prétendre l'empêcher totalement, eh bien la deuxième option, la seule à mes yeux, celle que vous avez décidé de saisir, c'est de l'accompagner, c'est d'en être les acteurs et en même temps d'en penser les bonnes pratiques, puis d'en demander légitimement aux législateurs les bonnes régulations pour protéger nos concitoyens. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, avec la volonté de garantir la qualité de ces nouvelles façons de transporter, d'héberger, de conseiller, il est possible que tout le monde profite pleinement des innovations. Et ce que vous êtes en train de faire, c'est au fond de ne pas tracer une ligne Maginot-réglementaire qui n'aurait pas eu de sens, mais d'être les acteurs de cette transformation de votre métier. Alors, ce que nous devons faire, c'est en effet vous permettre de saisir ces nouvelles opportunités qui se présentent, pour que vous puissiez maintenir à son plus haut niveau la sécurité juridique des Français et être les acteurs, au fond, de ce renouvellement de la profession. Ma conviction profonde, c'est que la pierre angulaire de notre système judiciaire, ce sont les avocats. Je vous l'avais dit l'année dernière, à travers le maillage territorial crucial, nous en avons beaucoup parlé sur d'autres réformes et dans d'autres cadres, vous êtes les principaux acteurs de la sécurité juridique pour éclairer les Français, les conseiller, prévenir les litiges, assurer leur protection et leur défense, les accompagner dans les moments difficiles. Et ce modèle français des avocats, il faut le préserver. Il faut le préserver parce que pour nos concitoyens, pour notre vie économique, pour nos équilibres territoriaux, il est, je pense, totalement contemporain, moderne et nécessaire. Mais parce qu'en le préservant aussi, c'est la sécurité juridique des Français que l'on préserve. Et voilà pourquoi il faut vous permettre de profiter de cette révolution numérique pour que nous trouvions ensemble les moyens de choisir plutôt que de subir cette révolution. Alors, en tant que ministre de l'économie, j'avais commencé à tenter de vous accompagner dans ces réformes en permettant de créer de nouvelles formes juridiques, des sociétés commerciales communes avec d'autres professions du droit et du chiffre, avec les encadrements requis que nous avions discutés, parce que je pense que c'était accompagner le décloisonnement des formes d'exercice de la profession. Et là aussi permettre un meilleur service aux citoyens, aux entreprises, et d'accompagner la transformation des pratiques qui sont aujourd'hui à l'œuvre. En permettant aussi à votre profession d'investir des activités commerciales au moyen de filiales, je crois qu'on a contribué à permettre à un modèle français de grandir et de ne pas simplement, en quelque sorte, prendre le chemin ou suivre le modèle anglo-saxon. Mais désormais, et vous en avez tracé quelques directions, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut d'abord lever les nombreuses barrières qui vous empêchent d'entrer pleinement dans la révolution numérique. Ces barrières ne viennent pas uniquement de la loi, elles sont protéiformes. Elles viennent des limitations ou des interdictions qui sont faites au référencement des sites tenus par des avocats, elles viennent de l'interdiction d'afficher les activités dominantes, elles viennent de l'obligation faite aux avocats de rencontrer physiquement leurs clients, qui devra être revue surtout dans la perspective de l'arrivée des identifiants numériques et de l'identité numérique. Il ne s'agit pas de penser qu'on va vers un droit qui sera totalement déshumanisé, mais il s'agit de sécuriser dès le début de la relation, dès le début des échanges juridiques, une nature d'acte qui soit pleinement sécurisée dans un cadre légalement défini et qui permette aux avocats d'intervenir au bon moment, soit par le numérique, soit physiquement lorsque c'est requis, mais dans un cadre qui aura été maîtrisé, contrôlé et au fond dont l'environnement légal est absolument sûr dès le début. Dans le même temps,
il faut moderniser notre système du droit dans son ensemble. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, la justice française est en retard sur cette révolution. Et là aussi, je crois qu'il faut regarder les choses en face. Pourquoi, dans notre pays, les citoyens ne peuvent-ils pas saisir directement un tribunal en ligne, alors que c'est la règle dans nombre d'autres pays d'Europe? Pourquoi est-il impossible en France de saisir en ligne les tribunaux pour les 800 000 injonctions de payer, alors qu'en Allemagne, cela peut se faire? Pourquoi en France, les avocats ne peuvent-ils notifier toutes les pièces de procédure par voie numérique, quels que soient les parties, professionnels ou particuliers, quand c'est par exemple possible en Italie? Pourquoi en France parlons-nous toujours de justice de proximité en affirmant, et vous l'avez très bien rappelé, Monsieur le Président, la nécessité de créer de nouveaux locaux, alors que nous interdisons aux simples citoyens d'accéder de chez lui à la justice sur des actes de base? Toutes ces interrogations ne sont faites qu'en regardant ce qui est déjà fait chez nos voisins. Mais il y en a beaucoup d'autres que vous vous êtes posés et sur lesquels vous vous interrogez, qui sont les améliorations de notre organisation collective, dont vous êtes les porteurs, dont vous êtes les meilleurs connaisseurs, et qui, d'évidence, doivent contribuer à changer la profession et son organisation. Le numérique ne doit pas être au service de la procédure, c'est la procédure qui doit elle-même être repensée pour tirer toutes les conséquences de ces nouveaux usages, de l'environnement dans lequel nous sommes. Et l'institution judiciaire, comme vous, devra faire sa révolution numérique. Et je crois pour ma part qu'il faut de façon urgente procéder à cette numérisation plus radicale de la justice. Je crois profondément. L'avenir est aujourd'hui au règlement fortement automatisé des litiges les plus simples, comme c'est d'ores et déjà le cas dans de nombreux pays. Et notre relation à la preuve juridique, à l'authentification juridique dans des délais très courts, devra se faire grâce à ces nouveaux moyens technologiques, pour aussi permettre aux avocats d'accompagner ce mouvement et d'être les acteurs juridiques à haute valeur ajoutée et de sortir de missions qui, au quotidien, vous encombrent, n'ont plus l'intérêt requis et ne correspondent plus à nos usages. Je ne dis pas cela par une croyance aveugle en la révolution numérique, mais parce qu'il y a bien là un moyen pour vous de dégager du temps, de, au fond, vous recentrer sur votre cœur de métier et de rendre aussi la justice plus simple, plus accessible, plus rapide, plus efficace pour tous. On reproche souvent aux professionnels du droit ce qu'ils subissent eux-mêmes. Et je pense que cette révolution, cette transformation des usages, c'est comment rendre le droit à la fois plus efficace pour le justiciable et en même temps beaucoup plus contemporain pour les professionnels que vous êtes. Enfin, l'innovation doit nécessairement s'articuler avec votre déontologie qui constitue le socle de votre profession et la garantie d'une justice forte et protectrice. Et là-dessus, je veux avoir la même clarté. Nous avons des principes, nous avons un ordonnancement juridique, nous avons une tradition juridique au sens fort du terme qui fait que notre droit n'est pas le droit anglo-saxon. Nous y sommes attachés et cette organisation ne doit pas être bousculée par le numérique. C'est précisément parce qu'elle sera en capacité de se transformer avec le numérique qu'elle gardera tout son sens et toute sa force, et que nous aurons un modèle français fort et puissant. Et si l'ouverture des données constitue, entre autres, l'une des opportunités, évidemment, pour notre société, avec plus de transparence, va de manière évidente rentrer dans votre quotidien, eh bien, en même temps, le secret professionnel devra toujours prévaloir. L'avocat devra en être le premier garant. Et il faut continuer, et vous me trouverez toujours à vos côtés dans cette bataille, pour se battre sur les principes même, ce qui fait la clé de voûte de notre organisation juridique. Et je pense qu'on a trop souvent confondu dans les débats contemporains ces principes mêmes, ce qui tient notre droit à son organisation, et ce qui fait sa spécificité, et les modalités d'exercice, que ce soit les modalités juridiques et les formes d'entreprise, que ce soit les modalités technologiques ou les usages. Ce sont deux choses radicalement différentes. Et on ne peut pas prétendre défendre avec efficacité nos principes en refusant l'adaptation au monde contemporain. Mais en même temps, on ne peut pas prétendre que l'adaptation aux nouveaux usages, les transformations que nous avons rapidement évoquées, signifient pour autant l'abandon de ce que sont nos principes
parce qu'ils fondent la confiance de nos concitoyens dans notre justice, notre organisation et au fond, notre état de droit. Parce qu'au fond, mes chers amis, je suis profondément convaincu que cette grande cause qui nous réunit fait partie de notre défi contemporain. C'est faire en sorte qu'à nouveau, le droit protège les Français. Et donc faire en sorte que vous soyez les plus forts possibles. Et l'innovation le permet. Les avocats et plus largement l'ensemble des acteurs de la justice, vous qui faites la justice, vous êtes l'instrument de l'état de droit et partant de la confiance dans notre société. Et ce combat, c'est le combat commun mené par celles et ceux qui s'inscrivent dans l'action politique, qui veulent défendre l'intérêt général, et celles et ceux qui s'inscrivent dans l'état de droit et défendent la justice dans ce pays. C'est la confiance mutuelle que nous nous devons, le respect mutuel que nous nous devons, et le cœur de ce qui constitue la confiance possible dans notre société. Il n'y aura pas de progrès réel, il n'y aura pas d'innovation véritable si cette confiance, laquelle se tient par l'état de droit et par les professionnels de la justice, n'est pas au cœur de notre ambition. Ces belles paroles étant dites, il me revient de remettre le prix du jury que vous avez donc décidé je vous remercie. Que vous avez donc décidé de remettre au projet Astra Librae Laurence Kachimov-Farah, Marie Duhaut, Sarah Bonnet. Bonjour à tous. Mais écoutez, je vous avoue que nous sommes un petit peu sous le choc. Les trois provinciales d'Aix-en-Provence, Nice et Toulon qui ne s'attendaient absolument pas à pouvoir faire concurrence aux Parisiens. C'était donc pour nous déjà une véritable reconnaissance que d'être en finale. Notre projet Astra Librae porte sur l'intelligence collective de la profession. Littéralement, Astra Librae signifie les étoiles de la constellation de la Balance. Lorsqu'Astrée, la déesse de la justice, a décidé de quitter la Terre pour devenir une constellation, Zeus a placé auprès d'elle la constellation de la Balance. Notre intime conviction, c'est que pour s'adapter aux évolutions de cette galaxie du droit en pleine mutation, les avocats doivent s'emparer du numérique, des nouvelles technologies pour mutualiser leurs ressources au travers de cette plateforme collaborative pour pouvoir mieux rayonner. Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont soutenus dans ce projet, le Conseil national des barreaux, et nous tenons aussi à féliciter tous les autres candidats qui ont participé au concours, car c'est aussi pour nous un véritable plaisir de voir qu'autant d'avocats, autant d'élèves avocats s'intéressent à l'innovation et nous attendons avec impatience de rejoindre cette belle profession. Merci.